L'histoire de Jopic d'Hérence. Jopic était soldat quelque part du côté de Rennes. Il avait obtenu une permission de 15 jours pour retourner chez lui, près de Plougonven, dans un village presque abandonné et où les buissons d'épines étaient abondants. C'est pourquoi on l'appelait Jopic d'Hérence. Il était tout joyeux de revoir ses parents et sifflotait en marchant à travers la campagne. Il passa par un bourg à quelques kilomètres de chez lui et rencontra d'anciens camarades qui l'invitèrent à aller jouer aux cartes dans une auberge. Il y alla, bien satisfait de pouvoir se reposer un peu et d'avoir des nouvelles du pays. Il jouait déjà depuis 6 heures et minuit venait de sonner quand un homme entra dans l'auberge qui demanda de jouer avec eux. C'était un grand gaillard tout vêtu de noir et qui avait des yeux brillants. Jopic et ses camarades acceptèrent de faire une ou deux parties avec lui. Ils se réjouirent d'ailleurs, car il gagnait beaucoup et l'homme noir perdait toujours. À un moment, l'homme noir perdit une de ses cartes qui tomba sur le sol. Jopic se baissa pour la ramasser, mais, ce faisant, il aperçut les pieds de l'homme noir sous la table et en fut horrifié. Il avait en effet des pieds de cheval, et Jopic comprit bien qu'ils étaient en train de jouer avec le diable. Il se garda bien de dire quelque chose, se contentant de quitter le jeu pour satisfaire un besoin présent au dehors. Mais dès qu'il fut sorti, il se précipita vers le presbytère et réveilla le recteur. Celui-ci était de fort mauvaise humeur d'avoir été dérangé dans son sommeil, et, quand Jopic lui demanda son aide pour se débarrasser de Satan, il le prit très mal, disant que ce n'était pas une bonne affaire. Il fallut que Jopic insistât et lui promit qu'il tiendrait le diable au moment où le prêtre lui mettrait son étrole au cou pour que celui-ci acceptât de venir. Ils entrèrent dans l'auberge par une petite porte dérobée et, sans bruit, se glissèrent derrière l'homme noir. Jopic se jeta sur lui pour l'immobiliser et cria à ses camarades d'en faire autant. Mais le diable sautait en l'air et donnait des coups de tête jusqu'au plafond. Enfin, le recteur parvint à lui passer son étole autour du cou en prononçant les paroles de l'exorcisme. Aussitôt, il y eut une sorte d'éclair, et l'homme noir fut changé en un chien roux, qui grognait férocement et voulait mordre ceux qui le tenaient. Ils furent tous très effrayés, et le prêtre dit à Jopic : « Il n'y a qu'un seul moyen pour s'en débarrasser. Il faut que tu attaches ce chien avec une corde et que tu le conduises dans tous les presbytères de la région. Il se trouvera bien un recteur pour aller noyer le chien. Moi, je ne peux le faire, car je n'en ai pas la force. » « Très bien, dit Jopic, je le ferai. » Il s'en alla sur les chemins et arriva à Guerlesquin au petit matin. Le recteur allait dire sa messe, et Jopic d'Hérence lui expliqua ce qu'il attendait de lui. « Malheureux, répondit le recteur, tu t'es mis dans une situation bien dangereuse pour ton âme. Si tu renonces maintenant, ou si le chien t'échappe, il te mènera tout droit en enfer. Mais moi, je n'ai pas la force de le noyer. Va-t'en jusqu'à l'âne et à nous et demande au recteur s'il peut le faire. » Jopic d'Hérence s'en alla jusqu'à l'âne et à nous, mais le recteur lui fit la même réponse et l'envoya à Scrignac. Jopic repartit alors entraînant le chien derrière lui. Le chien était de plus en plus furieux et agressif, et se débattait, voulant s'enfuir au plus vite. Dans les villages qu'il traversait, les enfants leur jetaient des pierres. Parfois, le chien ne voulait plus avancer, et Jopic ne pouvait ni le laisser, ni le frapper, car alors le chien aurait sauté sur lui et l'aurait probablement égorgé, ou bien se serait à nouveau transformé en diable avec un corps d'homme et des pieds de cheval. Mais à Scrignac, le recteur lui fit la même réponse et l'envoya à Bérien. Et, pendant des jours et des nuits, le malheureux Jopic alla de presbytère en presbytère, sans qu'aucun prêtre n'acceptât de le secourir. Il était exténué et fourbu lorsqu'il arriva chez le recteur de Bodmeur. Il lui expliqua rapidement pourquoi il était venu le trouver. « Je vais le faire, dit le prêtre. Il fallait que tu passes par toutes ces paroisses pour en arriver là. Ce n'est pas une mince affaire que de noyer le diable, mon garçon, et je te demande d'avoir beaucoup de courage. Si tu as peur, il nous emmènera tout droit au fond du marécage, car c'est là que se trouve la porte de l'enfer.
réservoir Saint-Michel. Ils eurent beaucoup de mal à retenir le chien qui tentait de s'enfuir, mais ils parvinrent cependant sur les bords de l'eau. Le prêtre dit alors à Jopic: Prends le chien par les pattes arrière. C'est ce que fit Jopic. Le prêtre saisit l'animal par les pattes de devant, et, dans un seul élan, ils le lancèrent de toute leur force vers l'eau. Couche-toi sur le ventre, cria le prêtre. Jopic s'aplatit contre le sol et le recteur en fit autant. Quand le chien tomba dans l'eau, il y eut un prodigieux jaillissement d'écume et de vapeur, et la terre trembla dans tous les alentours. Puis le silence revint, comme s'il ne s'était rien passé. Le prêtre et Jopic revinrent vers Bodmer très las, et ils tremblaient de tous leurs membres. Cependant, comme Jopic avait erré dans tous les presbytères du pays pendant ces jours, son temps de permission s'était écoulé, et il ne pouvait même plus aller chez lui. Il repartit pour son régiment, après avoir remercié le recteur de Bodmer de l'avoir débarrassé du chien et lui avoir promis qu'il ne jouerait plus jamais aux cartes à l'heure de minuit dans les auberges. Voilà l'histoire de Jopic des Ronces. Le roi des Korrigan. À Riantec, il y avait autrefois une veuve qui avait un fils. Tous deux vivaient pauvrement et ils étaient obligés de tirer la charrue à tour de rôle parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent pour acheter une paire de bœufs. Néanmoins, la veuve tirait parti de tout ce qu'elle pouvait et sa cabane était tenue très proprement. On ne tarissait pas d'éloges sur elle dans le pays et on aurait bien voulu qu'elle se tirât d'affaire. Malheureusement, les temps étaient rudes alors et personne ne pouvait les aider autrement qu'en leur donnant parfois du pain et quelques galettes de blé noir. Cela n'empêchait pas le fils d'être un beau garçon, courageux au travail. Or, une nuit, la veuve eut un songe. Elle se vit dans une grande forêt à la poursuite d'un attelage tiré par deux bœufs blancs et noirs. Au bout d'une course épuisante, elle parvenait enfin à rattraper l'attelage et elle le ramenait à la maison. Elle fut très impressionnée par ce rêve et, le matin, elle dit à son fils: Allons à la foire d'Annebon pour y chercher une paire de bœufs. Mais ma mère, répondit le fils, nous n'avons pas le moindre argent. Cela ne fait rien, dit-elle, je sais que j'en trouverai. Ils partirent donc pour la foire d'Annebon. Ils marchaient d'un pas rapide et, à la croisée de trois chemins, ils virent un petit homme sortir de dessous la terre et venir vers eux. Où allez-vous comme cela demanda le petit homme. À la foire, à Hennebon, répondit le fils, pour acheter une paire de bœufs. Mais nous n'avons pas d'argent pour payer. Si vous descendez avec moi dans ce trou, dit le petit bonhomme, et si vous savez vous comporter comme il faut, je vous garantis que vous ne manquerez de rien. Ils suivirent le petit bonhomme et s'engagèrent dans un trou au milieu d'un buisson. Le trou leur paraissait bien trop petit pour eux, mais quand ils descendirent, ils ne sentirent aucune gêne. Ils furent alors saisis d'étonnement, car ils se trouvaient dans une grande maison remplie d'enfants qui n'étaient pas plus grands qu'un sabot de bois. C'étaient tous des Osegan. On leur dit que le père était très malade et sur le point de mourir, mais que s'ils connaissaient quelques remèdes, ils en seraient récompensés largement. La veuve réfléchit et demanda qu'on allât lui chercher des herbes. Les Osegan sortirent et revinrent peu après, apportant ce que la femme avait demandé. Alors elle confectionna des tisanes et les fit boire au malade. Celui-ci commença à se sentir mieux. Si vous sauvez mon mari, leur dit la mère des Osegan, vous ne manquerez jamais plus de rien. Ils restèrent là 3 jours et 3 nuits à soigner de près les Osegan. Mais ils ne trouvaient pas le temps long et s'imaginaient être là seulement depuis 3 heures. Le père des Osegan fut bientôt guéri. Il dit à la veuve et à son fils: Venez avec mon épouse et moi-même, nous vous donnerons une maison et tout ce qu'il faut pour bien y vivre. Ils arrivèrent à un grand bois dont les arbres n'avaient pas été élagués depuis bien longtemps. L'Osegan se dirigea vers une grosse pierre que, malgré sa petite taille, il souleva sans difficulté. Il y avait là un trou, très profond mais très étroit, comme celui que la veuve et son fils avaient emprunté pour aller chez les Osegan. Le petit homme leur demanda d'y pénétrer. Ils descendirent et furent bien étonnés de ce qu'ils y voyaient. Il y avait là une grande maison,
vous effrayer et tenter de vous chasser. Si vous refusez de partir, il vous tuera après avoir prononcé contre vous toutes sortes de malédictions. Mais je vais vous dire ce qu'il faut faire. Quand vous l'entendrez arriver, que la mère se place au pied du lit tandis que le fils se cachera dessous. Mon père aura un énorme couteau et un revolver à 7 coups, et quand il tirera, jetez-vous par terre et il ne pourra vous atteindre. Il essaiera alors de vous tuer avec son couteau, et c'est alors que votre fils interviendra. Mais je vous l'assure, s'il vous attrape, il vous tuera. La 8e nuit, la mère et le fils entendirent un grand bruit et commencèrent à trembler. Ils virent le vieil Ozégan qui tempêtait et jurait. « Ah !» criait-il, « je vous vois et vous êtes à moi !» Il les poursuivit l'un et l'autre. La mère se plaça au pied du lit tandis que le fils se cachait dessous. Il tira 7 coups de revolver, mais la veuve s'était jetée par terre et elle ne fut pas atteinte. Alors le vieil Ozégan brandit son couteau, qui était presque aussi grand que lui-même, et se précipita vers la pauvre femme. Mais, à ce moment, le fils sortit de dessous du lit et lui coupa la tête. Alors, à ce même moment, arrivèrent des Ozégans en grand nombre. Ils étaient sûrement plus d'une centaine. Ils riaient et dansaient de joie en répétant « Que s'est-il donc passé ici? Que de plaisir nous allons avoir! Il est mort, le barbare, le cruel qui nous tyrannisait. Quand l'un de nous mourait, il le faisait écorcher et garder sa peau. Maintenant, c'est lui que nous allons écorcher et, avec sa peau, nous ferons un pavillon que nous mettrons sur le château qui est un peu plus loin. Nous allons faire la fête, nous danserons et nous planterons un arbre en signe de notre liberté. » Et les Ozégan manifestaient bruyamment leur joie. Quant à la veuve et à son fils, ils vécurent tranquillement dans la maison que leur avaient donnée les Ozégan, et ils ne manquèrent jamais de rien. Les carrières de Saint-Juvat. C'était il y a longtemps, bien avant que fût construit le barrage de Rofemel sur la Rance. À l'époque, il n'y avait pas encore de chemin de fer, et seules quelques routes étaient pavées, celles qui allaient de Dinan à Rennes et de Dinan à Saint-Malo en particulier. Mais les autres étaient plutôt des chemins de terre dans lesquels s'embourbaient les chars lorsque les pluies d'automne avaient détrempé le sol. À cette époque-là, donc, il y avait, dans la paroisse de Saint-Juvat qui domine la vallée de la Rance, un homme du nom de Boutin qui possédait plusieurs champs et parmi eux, ce qu'on appelle encore aujourd'hui les pâtures Boutin. Chaque matin, le bonhomme Boutin faisait le tour de ses champs pour voir où en était sa récolte, car il était très soigneux et ne laissait rien au hasard. Et, chaque matin, il constatait avec déplaisir que l'herbe de ses pâtures avait été broutée et foulée. Il commençait à trouver la chose étrange, car aucun de ses voisins n'aurait eu l'audace de faire venir ses troupeaux sur ses terres. Mais en observant plus attentivement les marques laissées sur le sol, il comprit enfin que c'étaient celles laissées par une seule vache. Il interrogea ses voisins, et plusieurs d'entre eux lui affirmèrent qu'ils avaient souvent vu le soir une vache qu'on ne connaissait pas pour appartenir à quelqu'un du pays. Le bonhomme Boutin, qui soupçonnait quelque traîtrise, décida d'en avoir le cœur net. Un jour, vers la fin de l'après-midi, il se cacha soigneusement dans un buisson au milieu de ses champs. Il attendit patiemment et, alors que le soleil disparaissait à l'horizon, il vit une vache blanche et noire, comme toutes les autres, mais plus grande et plus belle, qui arrivait dans l'une de ses pâtures et qui se mettait à brouter avec voracité la belle herbe verte qu'il mettait tant de peine à faire pousser. Après avoir hésité un moment, il s'approcha en silence de la vache et parvint à la saisir par la queue. Mais la vache ne semblait guère disposée à se laisser prendre. Elle se mit à trotter, et Boutin avait beau faire à essayer de la retenir, elle s'en allait toujours plus loin, comme si elle était attirée par une force surnaturelle. Et pourtant, il ne voulait pas lâcher prise et tenait toujours solidement l'animal, essayant de l'apaiser par la voix et de la faire s'arrêter. Rien n'y fit, et la vache entraînait toujours le bonhomme là où elle voulait aller. Boutin se disait qu'il n'avait jamais vu de vache aussi robuste et aussi rapide que celle-là. Mais il s'entêta, car il voulait savoir dans quelle étable elle aboutirait. Elle l'emmena à l'autre bout de ses pâtures,
s'ouvrit et la vache s'y précipita, entraînant l'homme avec elle. Quelque peu décontenancé, mais ne lâchant pas la queue de la vache, Boutin se vit à l'intérieur d'une magnifique salle qui avait tout l'air d'être un palais. Et là, autour de lui, étaient rassemblés des gens vêtus de beaux habits, qui festoyaient à la lumière de torches et de chandelles qui étaient suspendues à la muraille. Le bonhomme n'en eut aucun doute. Il venait d'entrer dans le palais des fées, dans ce domaine souterrain où elles s'étaient réfugiées depuis que les prêtres les avaient chassées en aspergeant d'eau bénite les champs et les prairies. Ainsi donc, elles s'étaient réfugiées dans ces grottes, non loin des humains, et elles en profitaient pour faire paître leurs vaches sur ses propres pâtures. Voilà qui est bien malhonnête, se disait le bonhomme Boutin, car c'est moi qui fais pousser l'herbe, et ce sont ces gens-là qui en profitent. Cela ne se passera pas aussi facilement, on me doit un dédommagement. Et, en regardant autour de lui, il vit des choses magnifiques, des monceaux d'or et d'argent, et de la vaisselle toute ruisselante de lumière. Les fées l'avaient entouré et le regardaient avec bienveillance. Il lâcha la queue de la vache, et celle-ci s'en alla dans un recoin de la salle où elle disparut. Boutin se sentit tout à coup fort mal à l'aise sous les regards de ces gens. Qu'allait-il donc lui arriver? Il savait que les fées avaient des pouvoirs mystérieux et qu'elles pouvaient en user contre lui. « Que viens-tu chercher ici ?» demanda l'une des fées en s'avançant vers lui. Il commença à bredouiller, mais se reprit assez vite. Puisque la fée s'était adressée à lui sans colère apparente, il devait lui répondre aimablement. « Je viens seulement vous demander mon dû, dit-il enfin. Cela fait des semaines que votre vache broute l'herbe de mes pâturages. Il est juste que vous me payiez le dommage causé à ma récolte. » « Nous ne sommes pas malhonnêtes, répondit la fée. Il est normal que tu aies des compensations pour le tort que nous t'avons causé. Combien veux-tu? Boutin hésita. S'il demandait trop, il risquait de mécontenter les fées. Mais, en voyant tant de richesses accumulées, il en venait à penser que ce qu'il demandait ne serait pas grand-chose pour des gens qui possédaient d'incroyables richesses. Certes, il ne les priverait guère, mais il avait quand même quelques scrupules, car, après tout, la vache ne l'avait pas mené à la ruine. « Vous pouvez bien me donner une mesure d'argent, répondit enfin le bonhomme. Bien volontiers, dit la fée, mais nous n'avons pas de mesure ici. Va donc en chercher une dans ta maison et reviens ici. Nous te la remplirons d'autant d'argent qu'elle pourra en contenir. Le bonhomme Boutin ne se le fit pas répéter 2 fois. Il rebroussa chemin et sortit du château des fées. En courant, il se précipita vers la maison. Là, il se munit de la plus grande mesure qu'il put trouver et, toujours en courant, retourna au bout de ses pâtures, tout émoustillé à l'idée qu'il allait être riche. Hélas, le trou qui menait au palais des fées était bouché, et Boutin eut beau arpenter tout le terrain, il n'en trouva pas la moindre trace. Il se demanda s'il n'avait pas rêvé, mais comme il ne vit jamais plus la vache sur ses pâtures, il fut convaincu qu'il était allé réellement chez les fées, mais que celle-ci lui avait joué un bon tour. Alors, pendant le reste de ses jours, il fouilla la prairie, la bouleversant en tous sens et creusa des galeries, mais il ne put jamais retrouver l'entrée du palais des fées. En revanche, il mit à jour des carrières de sablon